Ne m'attends pas pour dîner ce soir. Mon mari est allé dîner avec une autre femme. Il a dit que notre mariage était devenu trop ennuyeux. Qu'il avait besoin d'un peu d'excitation. Puis il a franchi la porte. Sans un regard en arrière. À minuit, il est rentré. Et s'est figé sur le seuil. Ne m'attends pas pour le dîner ce soir. Mon mari a dit cela en ajustant ses boutons de manchette dans le miroir du couloir, avec un naturel déconcertant, comme s'il me rappelait d'acheter du lait. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté, « Je dîne avec une autre femme. » Non pas parce qu'il voulait me blesser, mais parce qu'il était sincèrement convaincu qu'il n'avait plus à se soucier de le faire. Il a dit que notre mariage était devenu ennuyeux, prévisible, qu'il avait besoin d'un peu de piment dans sa vie. Puis il a pris ses clés de voiture, a franchi la porte d'entrée de la maison que j'avais contribué à bâtir pendant 22 ans, et n'a jamais regardé en arrière. Mais quand il est rentré après minuit, il s'est figé sur le seuil, car tout ce qu'il pensait lui appartenir avait déjà disparu. La première chose qu'Amélie Dubois remarqua ce soir-là, c'était l'eau de Cologne. Antoine ne portait de l'eau de Cologne de luxe que lorsqu'il voulait impressionner quelqu'un. Pas les clients. Les clients avaient droit à sa version pratique. Chemise repassée, chaussures cirées, poignées de main prudentes. Non, c'était la version d'Antoine réservée à la séduction, à la performance, au fantasme de paraître plus jeune qu'il ne l'était vraiment. Le parfum flottait dans la cuisine pendant qu'Amélie se tenait au comptoir, éminçant des oignons verts pour un gratin dauphinois. Dehors, la pluie de fin octobre balayait la banlieue de Lyon en traînées froides et argentées, et l'érable dans le jardin pliait sous le vent. La maison semblait chaleureuse, stable, habitée, le genre de foyer construit lentement au fil de décennies de sacrifices. Antoine entra, vêtu d'un blazer gris anthracite qu'elle lui avait offert 3 Noëls auparavant. « Tu es sur ton 31, dit Amélie avec précaution. Il vérifia son reflet dans la porte du micro-ondes avant de répondre. Je sors ce soir. Avec qui? Il n'y eut aucune hésitation. Chloé. Amélie arrêta de couper. Le couteau resta posé sur la planche en bois tandis que son rythme cardiaque ralentissait de cette étrange manière que le choc provoque parfois, comme si le corps refusait de traiter l'humiliation à pleine vitesse. Chloé, du travail, demanda-t-elle doucement. Antoine soupira comme un parent épuisé face à un enfant difficile. Ne commence pas. Je t'ai posé une question. Oui, Chloé du travail. La pluie frappait plus fort contre les fenêtres. Amélie attendit qu'il adoucisse sa déclaration d'une manière ou d'une autre, qu'il explique que c'était un dîner de travail, un truc de groupe, un malentendu, mais Antoine se contenta de prendre sa montre sur le comptoir et de l'attacher à son poignet. Tu vas dîner seul avec une autre femme. Il la regarda enfin, et ce qui blessait le plus n'était ni la colère ni la culpabilité. C'était l'indifférence. Oh, allez, Amélie. Arrête d'agir comme si ce mariage était une grande histoire d'amour. Nous sommes colocataires depuis des années. Elle le dévisagea, incrédule. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, répondit-il sèchement. Tout dans cette maison semble prévisible. Chaque conversation, chaque repas, chaque week-end. Amélie déglutit difficilement. Alors, ta solution, c'est de sortir avec une collègue. Je dîne avec une femme avec qui tu flirtes. Il eut un rire sans joie. Au moins, quelqu'un me fait encore me sentir vivant. La phrase tomba avec une précision chirurgicale. Pas forte, pas explosive, mais froide, calculée, cruelle. Amélie baissa les yeux sur ses mains, car elle ne pouvait soudainement plus supporter l'expression sur son visage. C'étaient les mêmes mains qui avaient préparé les paniers repas de leur fils Léo chaque matin pendant 12 ans. Les mêmes mains qui étaient restées éveillées aux côtés d'Antoine après la mort de son père. Les mêmes mains qui avaient tapé des CV pour lui à l'époque où il était trop gêné pour admettre qu'il avait été licencié de son premier poste de manager à 31 ans. Elle avait passé 2 décennies à l'aider à survivre à chaque version de lui-même. Et maintenant, il la regardait comme un vieux meuble dont on veut se débarrasser. J'ai renoncé à une carrière pour cette famille, murmura-t-elle. Antoine leva les yeux au ciel, déjà lassé par la conversation. Personne ne t'a forcé.
Le silence qui suivit fut si lourd qu'Amélie pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Antoine prit ses clés sur l'îlot central. « Écoute, je ne vais pas me lancer là-dedans ce soir. »« Te lancer dans quoi ?» Cet interrogatoire émotionnel. « Tu viens de me dire que tu sortais avec une autre femme. Je t'ai dit que j'avais besoin d'un peu de piment dans ma vie. » Il enfila son manteau. « Tu veux de l'honnêteté ? La voilà. » Amélie sentit quelque chose en elle se briser doucement, presque avec élégance, comme une fine couche de glace cédant sous la neige. Des années plus tôt, elle aurait pleuré. Des années plus tôt, elle l'aurait supplié de rester. Mais à 42 ans, l'épuisement change la forme de la douleur. Elle devient plus froide, plus acérée, plus observatrice. Elle remarqua les légers cheveux gris à ses tempes qu'il essayait maintenant de cacher. La montre coûteuse achetée avec une prime alors qu'il se plaignait des dépenses du ménage. L'arrogance fébrile d'un homme terrifié par le vieillissement. Antoine se dirigea vers la porte d'entrée. « Ne m'attends pas pour le dîner ce soir, dit-il. » Puis il partit. La porte se referma doucement derrière lui. C'était le pire. Pas un claquement, pas de la rage, juste de la certitude. Amélie resta immobile dans la cuisine longtemps après que le son de sa BMW eut disparu dans la rue détrempée de la banlieue. Le gratin brûla dans le four parce qu'elle avait oublié son existence. Quelque part à l'étage, la télévision de la chambre d'amis continuait de diffuser une vieille sitcom. Aucun d'eux ne la regardait. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait honnête. Pas heureuse, pas aimante, juste honnête. Elle éteignit lentement le four, s'essuya les mains sur un torchon et se dirigea vers le salon. Son reflet la fixait depuis l'écran noir de la télévision, des cheveux bruns mi-longs, vaguement relevés, un pull bleu doux, des yeux fatigués qui avaient passé trop d'années à essayer de maintenir la paix dans un mariage qu'une personne avait déjà abandonné émotionnellement. Puis son ordinateur portable sonna. Amélie s'assit sur le canapé et l'ouvrit. L'email était toujours là. Offre finale, directrice principale de la stratégie de marque, Lyon, avantage complet, salaire à 6 chiffres, date de début flexible. 3 semaines plus tôt, elle avait failli supprimer le message par peur. Après 15 ans loin du marketing d'entreprise, elle s'était convaincue qu'elle était dépassée, invisible, trop vieille pour recommencer. Mais une ancienne collègue nommée Isabelle l'avait poussée à postuler après avoir repris contact via LinkedIn. « Tu étais brillante avant de disparaître dans ton mariage de banlieue », lui avait dit Isabelle lors d'un café en ville. À l'époque, Amélie avait ri maladroitement. Maintenant, ces mots revenaient différemment. Brillante. Avant de disparaître. Amélie relut lentement l'offre tandis que la pluie continuait de glisser sur les fenêtres. Puis une autre prise de conscience s'imposa à elle. Antoine ne pensait pas qu'elle partirait. C'est pourquoi il était si négligent. Il la croyait trop dépendante, trop usée émotionnellement, trop effrayée par l'incertitude pour jamais changer de vie. Et soudain, quelque chose à l'intérieur d'Amélie devint très calme. Pas vindicatif, pas hystérique, mais clair. Elle ouvrit un autre dossier sur son ordinateur portable, les documents financiers. Au cours des 6 derniers mois, de petites incohérences l'avaient amenée à commencer à prêter attention. Des frais de restaurant, des achats de bijoux, des réservations d'hôtels pendant des conférences d'affaires. Au début, elle cherchait parce qu'elle avait peur de perdre son mari. Finalement, elle a continué à chercher parce qu'elle avait peur de se perdre elle-même. Son père l'avait un jour mise en garde doucement, des années avant de mourir. Ne construis jamais toute ton identité autour de la loyauté de quelqu'un d'autre. Les gens sont les plus faibles quand ils pensent que tu ne partiras jamais. À l'époque, elle l'avait trouvé cynique. Maintenant, elle comprenait qu'il essayait de la protéger. Amélie prit son téléphone et passa un appel. « Julien », dit-elle doucement quand son jeune frère répondit. « Tu es encore réveillé ?» « MMH, ouais. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle fixa la photo de mariage accrochée au-dessus de la cheminée. Antoine souriant fièrement à côté d'elle. Léo entre eux à l'âge de 6 ans. Une famille figée dans le temps. « Je crois que mon mariage vient de se terminer ce soir. » Il y eut une pause.
Puis la voix de Julien changea immédiatement. Protectrice. Sérieuse. De quoi as-tu besoin? Amélie inspira lentement. Pour une fois, dit-elle tranquillement, j'ai besoin d'arrêter de le protéger. Dehors, le tonnerre gronda sur la banlieue sombre de Lyon tandis qu'Amélie Dubois commençait à prendre la première vraie décision pour elle-même en plus de 20 ans. Et quelque part en ville, Antoine riait devant un steak et un verre de vin avec une autre femme, complètement inconscient que d'ici le matin, la vie qu'il tenait pour acquise serait déjà en train de lui glisser entre les doigts. Antoine rentra un peu après minuit. Amélie entendit d'abord la porte du garage, puis le silence lourd qui suivit le silence d'un homme essayant de ne pas paraître coupable tout en croyant secrètement qu'il ne devait plus l'innocence à personne. Elle était assise dans le salon avec un bloc-notes sur les genoux lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Antoine entra en riant doucement de quelque chose sur son téléphone, probablement un SMS de Chloé, mais le sourire disparut dès qu'il leva les yeux. Les lumières du salon étaient entièrement allumées. Des cartons d'archivage s'alignaient sur le parquet. Des dossiers, des classeurs, des déclarations de revenus, des relevés hypothécaires, des comptes de retraite, des récapitulatifs d'investissement. 22 ans de vie commune réduits à des piles organisées. Et assis calmement à côté d'Amélie sur le canapé se trouvait son jeune frère, Julien. Antoine se figea sur le seuil, exactement comme elle savait qu'il le ferait. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda-t-il. Amélie ferma le dossier sur ses genoux. De la paperasse. À minuit. Julien se pencha en arrière nonchalamment, ses larges épaules remplissant le fauteuil près de la cheminée. C'est drôle, c'est ce qu'on s'est dit à propos de ton dîner galant. Antoine l'ignora, son attention entièrement fixée sur Amélie. Qu'est-ce que tu fais? Pour la première fois depuis des années, Amélie remarqua quelque chose d'inhabituel sur le visage de son mari. L'incertitude. Pas le remords. Pas encore. Juste la confusion que la femme qu'il considérait comme passive soit soudainement devenue illisible. Tu as dit que tu voulais de l'excitation, répondit calmement Amélie. J'ai pensé que ce soir était le bon moment pour arrêter de faire semblant que tout allait bien. Antoine ricana et jeta ses clés sur le comptoir. Oh, allez. Tu fais du drame. Non, dit-elle. Je pense qu'en fait, j'ai sous-réagi pendant des années. Cela l'irrita immédiatement. Antoine desserra sa cravate et se dirigea vers la cuisine, ouvrant le réfrigérateur comme si cette conversation l'ennuyait déjà. Je suis allé dîner, Amélie. Je n'ai pas commis de meurtre. Avec une femme avec qui tu couches. Il claqua la porte du réfrigérateur plus fort que nécessaire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Amélie fit simplement glisser un relevé de carte de crédit imprimé sur la table basse. Frais d'hôtel, bar à vin, réservation de week-end pendant de fausses conférences. Antoine fixa les papiers 2 secondes de trop. Puis il rit avec mépris, mais sa confiance semblait moins assurée. Alors, tu m'espionnes? Non, répondit calmement Amélie. Je suis en train de me réveiller. Cette phrase le frappa plus fort que des cris ne l'auraient fait. Antoine regarda de nouveau la pièce, remarquant enfin les détails qu'il avait ignorés en entrant, le sac de voyage près de l'escalier, les dossiers juridiques étiquetés, propriété, et, compte, les photos de famille encadrées qui manquaient sur les étagères. Attends, dit-il lentement. Tu pars? Amélie soutint son regard. Non. Le mot le surprit. Puis elle continua, c'est toi qui pars. Une étrange tension s'installa dans la pièce après cela. Antoine la regardait comme s'il ne reconnaissait plus la femme assise en face de lui. Pendant des années, Amélie avait été douce, conciliante, toujours prête à aplanir les conflits avant qu'ils ne deviennent inconfortables. Elle s'excusait en premier, faisait des compromis en premier, battait en retraite en premier. Mais pas ce soir. Ce soir, il y avait quelque chose de plus froid dans sa voix. Pas de la cruauté. De la clarté. Tu n'as pas le droit de m'humilier et de rentrer à la maison en prétendant que cette maison est toujours ton refuge, dit-elle. Antoine rit de nouveau, mais cela sonnait maintenant défensif. Tu jettes sérieusement 22 ans par la fenêtre pour un seul dîner. Amélie faillit sourire à l'ironie. Un seul dîner,
répéta-t-elle doucement. C'est l'histoire que tu te racontes. Julien se leva lentement. Je pense que tu devrais partir, Antoine. C'est ma maison. La mâchoire de Julien se crispa. En fait, d'après les documents de la fiducie qu'Amélie m'a montrés ce soir, la majeure partie de l'acompte provenait de l'héritage de son père. L'expression d'Antoine changea instantanément. Un minuscule changement. Mais Amélie le vit. La peur, non pas de la perdre, mais de perdre le contrôle. Il se tourna de nouveau vers elle. Tu as déjà parlé à un avocat. J'en ai parlé à un il y a 6 semaines. Le silence qui suivit parut interminable. La pluie continuait de taper contre les fenêtres tandis qu'Antoine se tenait là, essayant de recalculer la réalité en temps réel. Il était sorti plus tôt ce soir-là, croyant détenir tout le pouvoir, le mari qui a réussi, le pourvoyeur de fonds, l'homme désirable encore capable d'attirer des femmes plus jeunes. Maintenant, soudain, il ressemblait à un étranger d'âge moyen debout dans une vie qu'il ne comprenait plus entièrement. « Tu as planifié ça ?» demanda-t-il doucement. Amélie secoua la tête. « Non, c'est toi qui as planifié ça. Tu as juste supposé que je resterais assise ici à le tolérer. » Antoine ouvrit la bouche pour argumenter, mais s'arrêta parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Au fil des ans, le manque de respect était devenu une routine. Pas assez dramatique pour partir immédiatement, juste assez constant pour tout empoisonner lentement, les commentaires sarcastiques sur ses vêtements, les roulements d'yeux, la façon dont il l'interrompait lors des dîners avec des amis. Le rejet désinvolte chaque fois qu'elle parlait de retravailler. Tu ne survivrais plus dans le monde de l'entreprise. Tu as été absente trop longtemps. C'est plus simple si tu restes à la maison. Chaque commentaire, petit en soi. Ensemble, dévastateur. Et le pire, c'est qu'Amélie avait commencé à le croire. Cette prise de conscience faisait plus mal que l'infidélité elle-même. Antoine se frotta les tempes. Et maintenant ? Tu veux divorcer ? Amélie regarda vers l'escalier menant à la chambre qu'ils avaient partagée pendant plus de 2 décennies. La chambre où elle avait cru autrefois que l'amour durait automatiquement si l'on se sacrifiait assez pour lui. Je veux la paix, répondit-elle. Il ricana doucement. Tu réagis de manière excessive. Non, dit encore Amélie. Je pense que c'est la première réaction honnête que j'ai eue depuis des années. Julien s'avança et tendit à Antoine un petit sac de sport. J'ai préparé assez d'affaires pour quelques jours. Antoine fixa le sac comme s'il l'insultait personnellement. Vous plaisantez, j'espère. Tu as humilié ma sœur, répondit froidement Julien. Estime-toi heureux qu'elle reste civilisée. Pendant un bref instant, la colère brilla sur le visage d'Antoine. La blessure d'ego aiguë d'un homme soudainement traité comme un étranger dans sa propre maison. Puis son téléphone vibra. Chloé. L'écran s'alluma clairement dans sa main. Amélie vit la panique vaciller dans ses yeux avant qu'il ne retourne rapidement le téléphone. Et d'une manière ou d'une autre, ce minuscule mouvement fit plus mal que tout le reste. Non plus par jalousie, mais parce que la trahison était devenue ordinaire. Antoine expira lourdement. Très bien, je vais rester ailleurs ce soir, le temps que tout le monde se calme. Amélie le regarda attentivement. La revoilà. Cette arrogance, la conviction que cette situation était temporaire, qu'elle finirait par s'adoucir, qu'il lui manquerait, qu'elle négocierait, parce que les hommes comme Antoine prennent souvent la patience pour de la faiblesse. Il ramassa brutalement le sac de sport et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. Tu sais, dit-il amèrement, peut-être que si ce mariage avait été un peu vivant de temps en temps, rien de tout cela ne serait arrivé. Amélie sentit l'ancienne version d'elle-même tenter de se briser en elle. La femme qui passerait des nuits blanches à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Mais une autre voix s'éleva, plus forte maintenant. La vérité. Tu ne voulais plus d'une épouse, dit-elle tranquillement. Tu voulais un public. L'expression d'Antoine se durcit instantanément. Puis il sortit sous la pluie. Cette fois, Amélie le regarda partir sans larmes. La porte d'entrée se ferma. La maison redevint silencieuse.
Julien la regarda attentivement. Ça va? Amélie ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle ouvrit à nouveau son ordinateur portable et relut l'offre d'emploi qui attendait dans sa boîte de réception. Directrice principale de la stratégie de marque, centre-ville de Lyon, une seconde vie. Pendant des années, elle avait cru que son monde était devenu plus petit parce que l'âge adulte exigeait des sacrifices, parce que le mariage signifiait des compromis, parce que la stabilité comptait plus que l'ambition personnelle. Mais assise là, dans le calme qui suivait la trahison, Amélie comprit enfin quelque chose de douloureux. L'amour ne devrait jamais exiger que tu disparaisses. Elle cliqua sur « Accepter l'offre ». Quelques secondes plus tard, l'email de confirmation arriva. Julien sourit faiblement. Papa aurait été fier de toi ce soir. Cela faillit la briser. Non pas parce qu'elle se sentait faible, mais parce qu'elle se sentait enfin à nouveau forte. Dehors, Antoine conduisait sous la pluie vers un appartement de luxe du centre-ville où Chloé l'attendait avec du vin cher et une affection temporaire, toujours complètement inconscient que la femme qu'il qualifiait d'ennuyeuse venait de démanteler silencieusement toute l'illusion de son contrôle. Et pour la première fois en 22 ans, Amélie Dubois dormit paisiblement. 3 semaines après le départ d'Antoine, la maison semblait différente d'une manière qu'Amélie n'avait pas prévue. Plus calme, oui, mais aussi plus légère. L'étrange tension qui flottait invisiblement dans chaque pièce, l'ajustement émotionnel constant qu'elle faisait autour des humeurs, des opinions et des critiques d'Antoine, avait disparu si progressivement qu'elle ne reconnut son absence qu'une fois partie. Un samedi matin, elle se tenait pieds nus dans la cuisine, buvant son café tandis que la lumière du soleil inondait la pièce. Et pour la première fois depuis des années, elle réalisa qu'elle n'écoutait plus pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre dans sa propre maison. Cette prise de conscience la fit presque pleurer. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle comprenait depuis combien de temps elle avait vécu sans elle-même. Dehors, le vent de fin novembre dispersait des feuilles rouges et dorées dans le jardin. Le vieux panier de basket de Léo penchait légèrement près de la clôture, intact depuis son départ pour l'université de Lyon 2 ans plus tôt. Amélie le fixa un long moment avant que son téléphone ne vibre. Isabelle, comment va la nouvelle survivante du monde de l'entreprise, demanda chaleureusement son amie. Amélie sourit faiblement. J'essaie encore de me souvenir comment fonctionnent les réunions. Tu es née pour les réunions d'entreprise. Ce n'est pas comme ça qu'Antoine les décrivait. Isabelle soupira doucement au téléphone. Amélie, il faut que tu arrêtes de te mesurer à un homme qui profitait de ton manque de confiance en toi. La phrase résonna après la fin de l'appel, parce qu'elle était vraie. Antoine ne lui avait jamais directement ordonné de se faire plus petite. Cela aurait été trop évident, trop cruel même pour lui. Au lieu de cela, il avait fait quelque chose de plus subtil. Il avait normalisé son invisibilité. Chaque sacrifice devenait pratique. Chaque rêve devenait irréaliste. Chaque compromis devenait la maturité de l'âge adulte, jusqu'à ce qu'Amélie cesse complètement de se demander ce qu'elle voulait. Maintenant, à 42 ans, elle était assise dans un bureau du centre de Lyon surplombant le Rhône, aidant à diriger des réunions de stratégie pour des campagnes publicitaires nationales. Et à sa grande surprise, elle était douée pour ça. Très douée. Pendant les présentations, les gens l'écoutaient quand elle parlait. Les jeunes employés demandaient ses conseils. Les clients respectaient son instinct. Son expérience, autrefois rejetée par Antoine comme une maternité de banlieue dépassée, devenait soudainement précieuse car elle lui donnait une intelligence émotionnelle que la plupart des cadres n'avaient pas. Un après-midi, après une réunion, une jeune collaboratrice nommée Clara l'arrêta près des ascenseurs. « J'espère que ça ne sonne pas bizarre, dit Clara nerveusement, mais vous êtes une sorte d'inspiration. » Amélie cligna des yeux, surprise. « Moi ? Vous semblez calme, comme si vous saviez vraiment qui vous êtes. » L'ironie faillit faire éclater de rire Amélie. Si seulement cette jeune femme savait. Pendant ce temps, la vie fantasmée soigneusement construite d'Antoine avait déjà commencé à se fissurer. Au début, vivre en centre-ville avec Chloé semblait enivrant. Elle était plus jeune, spontanée, glamour de la manière dont les femmes dans les publicités pour appartements de luxe apparaissent toujours glamour. Elle aimait les bars en rooftop, les restaurants chers, les week-ends à Bordeaux,
et postèrent des photos filtrées en ligne qui rendaient les vies ordinaires inadéquates. Pendant un temps, Antoine se convainquit que c'était le bonheur, la liberté, la réinvention, la preuve qu'il comptait encore. Mais le fantasme a une relation dangereuse avec la routine. Finalement, la vraie vie arrive, et la vraie vie remarque des choses. Comme l'irritation de Chloé chaque fois qu'il travaillait tard au lieu de l'emmener sortir. Comme la façon dont elle supposait nonchalamment qu'il paierait pour tout. Comme sa déception lorsqu'elle découvrit que ses finances étaient bien moins impressionnantes que sa confiance ne le suggérait. Car la vérité était qu'Antoine avait passé des années à jouer le succès plus qu'à construire réellement la sécurité. Beaux de luxe, paiement de voitures, dîner d'affaires, achat de statut. Il gagnait bien sa vie, oui, mais pas assez pour maintenir le style de vie qu'il voulait désespérément que les gens envient. Surtout pas après qu'Amélie ait engagé un avocat, surtout pas après que les comptables aient commencé à examiner plus attentivement les biens matrimoniaux. Un jeudi soir, Antoine était assis en face de son avocate dans un bureau du centre-ville tandis que la neige tombait dehors. Elle a droit à plus que ce à quoi vous vous attendiez, expliqua l'avocate avec précaution. Antoine fronça les sourcils. Comment ça ? L'héritage de votre femme était fortement lié aux investissements immobiliers et à l'historique de l'hypothèque. Franchement, la documentation est en sa faveur. Antoine se renversa dans son fauteuil, abasourdi. Pendant des années, il s'était dit qu'il portait financièrement le mariage. Maintenant, il découvrait à quel point sa stabilité avait tranquillement reposé sur Amélie depuis le début. La maison, les premiers investissements, le travail émotionnel, les sacrifices non rémunérés qui lui avaient permis de se concentrer entièrement sur sa carrière. Et d'une manière ou d'une autre, cette prise de conscience l'énerva au lieu de le rendre humble. Elle monte Léo contre moi aussi, marmonna-t-il amèrement. Son avocate semblait mal à l'aise. Votre fils a 20 ans, Antoine. Il se fait sa propre opinion. Cette conversation le hanta pendant des jours, surtout après que Léo cessa de répondre à la plupart de ses appels. Pas complètement, juste assez pour créer une distance. Leur fils restait poli, mais plus froid maintenant. Un dimanche après-midi, Antoine se rendit sur le campus, espérant arranger les choses en personne. Léo le rencontra devant un café près de la bibliothèque universitaire, portant un sweat à capuche gris et de la fatigue sous les yeux. « Ça va ?» demanda Antoine maladroitement. Léo hocha la tête. Occupé. Ils s'assirent ensemble pendant plusieurs minutes inconfortables avant qu'Antoine ne soupire enfin. Ta mère rend ce divorce plus laid qu'il ne devrait l'être. Léo le dévisagea, incrédule. C'est maman qui le rend laid ? Antoine se frotta le front. Tu ne comprends pas toute la situation. Non, dit Léo tranquillement. Je pense que si. Le calme dans la voix de son fils le déstabilisa immédiatement. Léo se pencha légèrement en avant. Tu sais ce dont je me souviens le plus en grandissant, demanda-t-il. Maman te défendait toujours. Antoine fronça les sourcils. Quand tu as perdu ton travail, elle t'a défendu. Quand tu as manqué mes matchs de foot à cause du travail, elle t'a défendu. Quand tu as oublié les anniversaires, les fêtes, tout, elle t'a défendu. Ce n'est pas juste. Non, répondit doucement Léo. Ce qui n'est pas juste, c'est de faire comme si c'était elle le problème parce qu'elle t'aimait trop. Les mots frappèrent plus fort que prévu. Parce que Léo ressemblait tellement à Amélie quand elle croyait encore que l'honnêteté pouvait sauver les gens. Antoine détourna le regard vers la rue enneigée. Je voulais juste être heureux à nouveau. Léo hocha lentement la tête. Mais as-tu jamais demandé si maman était heureuse ? Cette question suivit Antoine tout le long du chemin du retour, et la maison, elle-même avait déjà commencé à changer. Chloé devenait impatiente de ses humeurs. Elle détestait les discussions sur les avocats, les finances et les conséquences émotionnelles, car ces choses interrompaient la version fantasmée de lui qu'elle avait initialement trouvée attrayante. Un soir, elle jeta un sac de courses sur le canapé et dit nonchalamment, « Tu es malheureux depuis que tu as quitté ta femme. » Antoine explosa immédiatement, peut-être parce que toute ma vie a volé en éclats. Chloé croisa les bras. « Tu avais dit que ton mariage était déjà mort. » C'était compliqué. Elle rit brusquement.
C'est ce que les hommes mariés disent toujours. L'appartement parut soudain plus petit après ça, plus froid, trop moderne pour être réconfortant. Antoine se servit un bourbon et contempla l'horizon de Lyon tandis qu'une vilaine vérité émergeait lentement sous toute sa colère. L'excitation ne lui manquait pas. C'était la paix qui lui manquait, celle qu'Amélie créait si naturellement qu'il avait cessé de remarquer sa valeur. Une semaine plus tard, en parcourant LinkedIn tard dans la nuit, il se figea en voyant une photo de la soirée de Noël de l'entreprise d'Amélie. Elle se tenait à côté de collègues, une coupe de champagne à la main, souriant sous des lumières dorées. Et elle avait l'air vivante. Pas dramatique, pas plus jeune, juste authentiquement vivante d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Confiante, chaleureuse, intacte par lui. Maintenant, pour la première fois depuis qu'il avait quitté la maison, Antoine ressentit quelque chose de dangereusement proche du regret. Non pas parce que sa liaison avait échoué, mais parce qu'Amélie y avait survécu. Et quelque part au fond de lui, Antoine réalisa la vérité la plus douloureuse de toutes. La femme qu'il qualifiait d'ennuyeuse n'avait fait que porter seule le poids de l'aimer. En janvier, Lyon s'installa dans ce genre d'hiver qui donne l'impression que tout est mis à nu. Les arbres se dressaient, squelettiques, contre des ciels pâles. De la neige sale s'accrochait aux bordures des trottoirs en tas gris et gelés, et la ville bougeait avec cette endurance tranquille que les gens d'ici apprennent tôt dans la vie, les épaules rentrées contre le vent, les tasses de café serrées, la survie déguisée en routine. Amélie adorait ça. Pas le froid lui-même, mais son honnêteté. L'hiver ne prétendait pas être beau à chaque seconde. Il révélait ce qui pouvait survivre sans décoration. À bien des égards, elle se sentait pareille. 3 mois plus tôt, elle était assise dans sa cuisine à écouter son mari expliquer pourquoi une autre femme le faisait se sentir vivant. Maintenant, elle se tenait dans une salle de conférence du centre-ville, présentant une proposition de campagne nationale à des cadres gagnant le double de son salaire. Et chaque fois qu'elle parlait, la salle écoutait. Non pas parce qu'elle exigeait l'attention, mais parce qu'elle ne s'excusait plus d'exister. La transformation n'était pas spectaculaire de l'extérieur. Amélie portait toujours des pulls doux, attachait toujours ses cheveux lâchement pendant les longues journées de travail, conduisait toujours le même SUV jusqu'à la gare pour prendre le train de banlieue chaque matin. Mais intérieurement, quelque chose d'irréversible s'était produit. Elle se faisait à nouveau confiance. Cela effrayait Antoine plus que la colère ne l'aurait jamais pu. Au début, il s'attendait à ce qu'elle craque émotionnellement, qu'elle appelle en pleurant, qu'elle demande s'il pouvait arranger les choses, qu'elle devienne assez nostalgique pour négocier sa dignité contre la familiarité. Au lieu de cela, Amélie devint plus calme, plus concentrée et étrangement intouchable. Un jeudi soir, Antoine était assis seul dans son appartement du centre-ville, fixant une barquette de plats à emporter qui refroidissait sur le comptoir tandis que Chloé faisait une valise dans la chambre. « Tu pars sérieusement pour une seule dispute ?» demanda-t-il amèrement. Chloé ferma la valise d'un coup sec pour ponctuer son irritation. « Ce n'est pas une seule dispute, Antoine. Tu es tout le temps malheureux. Je suis en plein divorce. Tu étais déjà malheureux avant le divorce. » La phrase atterrit plus durement qu'elle ne l'avait voulu. Antoine détourna immédiatement le regard, car au fond, il savait qu'elle avait raison. Chloé soupira et s'adoucit légèrement. « Écoute, quand on a commencé ça, tu as donné l'impression que ton mariage était mort, mais tu parles encore constamment de ta femme. Mon ex-femme. Tu vois, dit Chloé tranquillement. C'est ça. Antoine se passa les 2 mains sur le visage. L'appartement lui parut soudain suffocant. Tout en verre, en acier et en vide coûteux. Pas de photos de famille, pas d'histoire, pas de chaleur, juste des meubles soigneusement sélectionnés à l'intérieur d'une vie entièrement construite sur les apparences. Chloé prit son manteau. Je pense que tu aimais plus le fantasme de partir que la réalité. Puis elle partit, et cette fois, Antoine comprit exactement comment une porte qui se ferme pouvait résonner dans toute la vie d'une personne. Pendant les semaines qui suivirent, il dériva mécaniquement à travers ses routines. Travail, salle de sport, whisky, silence. À 50 ans, il avait l'étrange sensation d'être devenu un spectateur de sa propre vie. L'excitation qu'il avait si désespérément poursuivie lui semblait maintenant embarrassante de prévisibilité,
Un homme d'âge mûr terrifié par le vieillissement, confondant l'attention avec le sens. Un samedi après-midi, il se rendit à l'ancienne maison pour récupérer le reste de ses affaires pendant qu'Amélie assistait à un séminaire de travail en ville. Du moins, c'était le plan. Quand il s'engagea dans l'allée, il vit la voiture de Léo garée devant. Puis il entendit des rires venant du jardin. Antoine passa lentement par le portail latéral et s'arrêta. Amélie et Léo reconstruisaient le vieux banc en bois près de la clôture, tous deux portant des gants d'hiver et des vestes épaisses contre le froid. La neige poudrait les bords de la pelouse tandis que du rock classique jouait doucement depuis une enceinte portable à proximité. Amélie leva les yeux la première. Pendant une brève seconde, la surprise traversa son visage. Puis le calme revint. « Salut », dit-elle avec précaution. Léo se redressa immédiatement, son expression sur la défensive. « Papa !» Antoine resta là, maladroit, les mains dans les poches de son manteau, se sentant soudain comme un invité dans la vie qu'il avait abandonnée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Le banc a finalement cédé », répondit sèchement Léo. « On s'est dit qu'on allait le réparer. » Antoine regarda la vieille structure en bois. Il avait construit ce banc avec Léo 15 ans plus tôt, lors d'un week-end barbecue d'été. Amélie avait apporté de la limonade dehors pendant que père et fils se disputaient à propos des outils et des mesures. À l'époque, Antoine croyait que des moments comme celui-ci existeraient pour toujours, automatiquement. Maintenant, il comprenait à quel point le bonheur ordinaire était vraiment fragile. Amélie épousseta la neige de ses gants. « Tu es venu pour les cartons à l'étage. » « Oui, je les ai laissés dans la chambre d'amis. » Antoine hocha la tête mais ne bougea pas. Quelque chose dans la scène devant lui le retenait. Le simple réconfort entre Amélie et Léo, le rythme facile de la conversation auquel il n'appartenait plus naturellement. Pendant des années, il s'était convaincu que la vie domestique l'emprisonnait. Maintenant, cela ressemblait à la paix. Léo rentra silencieusement à l'intérieur, clairement peu disposé à servir de médiateur à la tension qui subsistait entre ses parents. Cela laissa Antoine et Amélie seuls dans le jardin froid. Pendant un moment, aucun ne parla. Puis Antoine expira enfin. « Tu as l'air heureuse. » Amélie haussa légèrement les épaules. « Je guéris. » L'honnêteté de la réponse le blessa plus que la cruauté ne l'aurait fait. Antoine fixa l'herbe couverte de neige. « Je ne pensais pas que les choses tourneraient comme ça. » Amélie faillit rire. « Vraiment ? Je pensais. » Il s'arrêta. « Quoi ? » Il la regarda alors, sincèrement épuisé pour la première fois depuis des mois. « Je pensais que j'étais malheureux à cause du mariage. » Le visage d'Amélie s'adoucit légèrement, mais pas avec la réconciliation, avec la compréhension. C'est le problème quand on se fuit soi-même, dit-elle tranquillement. On s'emporte toujours avec soi. La phrase s'installa entre eux comme une vérité trop lourde pour être contestée. Antoine déglutit difficilement. Je sais que je t'ai fait du mal. Amélie détourna le regard vers la clôture. Tu ne m'as pas fait de mal du jour au lendemain. Il sentit sa poitrine se serrer immédiatement. Tu m'as perdu lentement, continua-t-elle. Un commentaire cruel à la fois, un rejet à la fois, un moment où tu m'as fait me sentir petite pour que tu puisses te sentir important. Antoine ferma brièvement les yeux, car c'était là, la vérité complète. Pas une seule liaison, pas un seul dîner, des années. Des années d'érosion émotionnelle déguisée en tension conjugale normale. Et soudain, il se souvint de dizaines de moments qu'il avait autrefois balayés d'un revers de main. Amélie devenant silencieuse au fait après qu'il se soit moqué de ses histoires. Amélie abandonnant ses passe-temps parce qu'il les trouvait peu pratiques. Amélie s'excusant d'avoir besoin de quoi que ce soit sur le plan émotionnel. Il n'avait pas brisé le mariage en un seul acte dramatique. Il l'avait négligé à mort. « Je suis désolé », murmura-t-il. Amélie l'étudia attentivement. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Antoine Dubois avait l'air sincèrement humble. Pas sur la défensive, pas manipulateur, juste brisé par des conséquences auxquelles il ne pouvait plus échapper. Mais le remords et la réparation n'étaient pas la même chose. Et certaines portes, une fois fermées, devraient le rester.
Je crois que tu es sincère, dit doucement Amélie. Cette petite marque de gentillesse le détruisit presque, car il comprit soudain qu'elle ne le haïssait plus. Et d'une certaine manière, c'était pire. La haine laisse encore un attachement émotionnel. La paix, non. Antoine regarda une dernière fois le jardin. La maison, le banc, les traces de la vie de famille qui persistaient dans l'air glacial de l'hiver. Puis il hocha lentement la tête. Je devrais aller chercher mes cartons. Amélie s'écarta doucement. Ils sont à l'étage. En se dirigeant vers la maison, Antoine réalisa quelque chose de dévastateur. La punition n'était pas de perdre le mariage. La punition était de comprendre enfin sa valeur après l'avoir déjà détruit. Au retour du printemps à Lyon, Amélie Dubois ne mesurait plus sa vie à l'aune de ce qui avait été perdu. C'était la différence qu'une année pouvait faire. Non pas que la douleur ait disparu proprement. Elle ne le fait jamais. Mais la douleur avait finalement cessé d'être le centre de chaque pensée. Elle était devenue un bruit de fond météorologique plutôt qu'une identité. La neige fondit lentement en mars, révélant des trottoirs humides, une herbe épuisée et des signes tenaces de renouveau perçant la terre gelée. Amélie remarquait davantage ces détails maintenant. Le son des trains du matin, la chaleur du soleil à travers les fenêtres du bureau, le réconfort de se préparer à dîner pour elle-même sans tension assise de l'autre côté de la table. Les petites choses comptaient à nouveau. Et curieusement, cela ressemblait aussi à une vengeance. Pas une vengeance bruyante, pas une vengeance cruelle, mais celle qui dit tranquillement « Tu ne m'as pas détruite ». Au travail, Amélie prospéra plus vite que quiconque ne s'y attendait. En avril, elle fut promue directrice de la stratégie créative après avoir mené une campagne qui avait décroché l'un des plus gros comptes nationaux de l'entreprise. Les jeunes employés gravitaient naturellement vers elle car elle n'avait rien de l'ego épuisant qui infectait tant de cadres. Elle écoutait attentivement, parlait de manière réfléchie et ne confondait jamais l'autorité avec l'intimidation. Un vendredi soir, après un dîner client en ville, Isabelle leva son verre de vin et sourit de l'autre côté de la table du restaurant. « Tu sais ce qui est le plus drôle dans tout ça ?» Amélie rit doucement. « Quoi ? Tu ne réalises toujours pas à quel point tu es impressionnante. » Un an plus tôt, de tels compliments l'auraient embarrassée. Maintenant, il lui semblait simplement inhabituel, d'une manière curative. Dehors, Lyon brillait sous une douce pluie de printemps tandis que les gens se dépêchaient sur les trottoirs sous des parapluies et que les feux de circulation se reflétaient sur le pavé mouillé. Amélie regarda son reflet faiblement miroité dans la vitre. Elle avait l'air plus âgée qu'il y a 10 ans, et plus heureuse. Il y avait quelque chose de profondément libérateur à ne plus jouer la jeunesse ou la perfection pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la vie d'Antoine était devenue plus silencieuse d'une manière qu'aucun appartement de luxe ne pouvait dissimuler. Après le départ de Chloé, il avait déménagé dans un appartement plus petit près d'Oulin, plus proche du bureau et loin du style de vie axé sur l'image qu'il avait si désespérément poursuivi. La voiture de luxe avait également disparu, remplacée par quelque chose de pratique après que les frais juridiques et la division des biens l'eurent forcé à affronter la réalité financière honnêtement pour la première fois depuis des années. Mais le plus grand changement n'était pas matériel. Il était interne. La thérapie avait commencé comme une suggestion réticente de Léo après des mois de conversations tendues. Mais finalement, Antoine continua à y aller car le silence dans son propre esprit était devenu insupportable autrement. Chaque séance révélait une autre vérité inconfortable. Sa peur de vieillir, son obsession de la validation, l'arrogance qui lui faisait confondre la stabilité émotionnelle avec l'ennui. Le plus douloureux de tout était de réaliser qu'Amélie avait passé des années à essayer d'aimer un homme qui cherchait constamment des raisons de se sentir insatisfait. Un dimanche après-midi, Antoine retrouva Léo pour un café près du campus universitaire, presque exactement là où leur conversation précédente s'était si mal passée des mois auparavant. Cette fois, c'était différent. Pas réparé, mais honnête. Léo remua de la crème dans son café tout en étudiant attentivement son père. « Tu as l'air mieux, admit-il. » Antoine eut un sourire fatigué. Moins stupide, peut-être. Cela fit rire Léo de manière inattendue. Le son brisa presque le cœur d'Antoine, car il réalisa depuis combien de temps son fils ne s'était pas senti détendu en sa présence.
Après un moment, Léo demanda tranquillement, « Tu aimes toujours maman ?» Antoine regarda par la fenêtre du café vers les étudiants traversant la rue en veste de printemps et sac à dos. « Oui, » répondit-il honnêtement. Léo hocha la tête une fois. Mais parfois, aimer quelqu'un après l'avoir détruit n'aide plus vraiment. Antoine ferma brièvement les yeux, car c'était vrai aussi. Et accepter la vérité sans se défendre était devenu une partie de la punition. À l'approche de l'été, la procédure de divorce touchait enfin à sa fin. La dernière étape majeure consistait à vendre la maison familiale. Amélie insista pour que cela se fasse pacifiquement. Pas de théâtre au tribunal, pas de jeu vindicatif, juste des signatures de paperasse et une finalité. Pourtant, lorsqu'ils se rencontrèrent à l'agence immobilière par un chaud après-midi de juin, la tension persistait tranquillement sous tout le reste. Pas de la haine. De l'histoire. L'agence donnait sur une rue de banlieue bordée d'arbres où les arroseurs automatiques cliquetaient rythmiquement sur les pelouses vertes. Antoine signa plusieurs documents en silence avant de finalement poser son stylo. Cette maison méritait mieux que ce qui s'est passé, dit-il tranquillement. Amélie le regarda un long moment. Oui, répondit-elle doucement. C'est vrai. L'honnêteté dans sa voix ne contenait aucune amertume maintenant, seulement du chagrin pour quelque chose qui aurait pu survivre si les deux personnes l'avaient protégé équitablement. Antoine se renversa lourdement dans sa chaise. Je pensais que l'excitation signifiait échapper à la responsabilité, admit-il. Mais honnêtement, il rit faiblement de lui-même, la paix était assise dans cette cuisine depuis le début. Amélie sentit une douleur traverser sa poitrine, car il fut un temps où entendre ces mots aurait tout signifié pour elle. Maintenant, ils arrivaient simplement trop tard. Certaines vérités n'apparaissent qu'après que les conséquences forcent les gens à voir clairement. Elle croisa calmement les mains sur la table. Certaines personnes ne reconnaissent la loyauté qu'après l'avoir perdue. Antoine hocha lentement la tête. Pas d'argument, pas d'excuse, juste l'acceptation. Et curieusement, cela donna à Amélie plus de clôture que les fantasmes de vengeance n'auraient jamais pu le faire. Parce qu'à la fin, Antoine avait été forcé d'affronter la seule chose qu'il avait passé des années à éviter, lui-même. La réunion se termina tranquillement après cela. Pas d'adieu dramatique, pas de réconciliation, juste deux personnes sortant des vestiges d'une vie partagée avec des avenirs très différents devant eux. Dehors, un vent chaud soufflait doucement à travers les arbres de la banlieue tandis qu'Amélie se dirigeait seule vers sa voiture. À mi-chemin, Antoine l'appela doucement. Amélie. Elle se retourna. Pendant une seconde, il ressembla exactement au jeune homme qu'elle avait épousé 23 ans plus tôt, plein d'espoir, incertain, humain sous tout l'ego et les erreurs. Je suis vraiment désolé, dit-il. Amélie l'étudia attentivement. Puis elle sourit tristement mais sincèrement. Je sais. Et pour la première fois, c'était suffisant. Elle monta dans sa voiture et s'engagea sur la route tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les arbres. La radio jouait doucement en fond sonore, une vieille chanson de Francis Cabrel qu'elle aimait à l'université. Et tandis que la circulation l'emportait vers le centre de Lyon, Amélie réalisa quelque chose de surprenant. Elle n'avait plus besoin qu'Antoine souffre pour qu'elle-même puisse guérir. La vie avait déjà géré l'équilibre naturellement. Il avait perdu la femme qui protégeait sa paix. Elle avait redécouvert la femme qui l'avait presque convaincue ne plus exister. Et c'était peut-être là la vraie leçon cachée dans le chagrin d'amour. La chose la plus dangereuse que l'on puisse faire à une personne loyale est de supposer qu'elle restera, peu importe à quel point on la traite mal. Car même les cœurs les plus bienveillants finissent par apprendre la différence entre l'amour et l'effacement de soi. Et quand ils s'en vont enfin, ils ne reviennent pas les mêmes.